Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo du CAUE, nous allons vous présenter des espaces peu communs qui font la renommée de l'architecture tropicale. Entre intérieur et extérieur, nous allons découvrir ce qu'est une terrasse, un balcon, une loggia, une varande et bien d'autres définitions. Mais nous allons surtout voir qu'est-ce qu'on y fait, comment on s'approprie ces lieux. La façade de bâtiment est-elle juste le mur que l'on voit ou il peut être l'espace que l'on vit? Nous allons sans plus tarder écouter le poème d'un artiste inconnu. Nous sommes à la fois dedans et dehors. Nous sommes sous la galerie. Observez à présent comment la terrasse fait la fière, prend la pose, fait des manières. C'est là que grand-père jouait aux cartes. C'est là qu'il lançait à la cantonade toutes sortes de devinettes créoles pour mettre à l'épreuve l'imagination des enfants. C'est encore là qu'il racontait des histoires à faire mourir de peur, à faire mourir de rire. Cela fait bien 30 ans que grand-père s'en est allé, mais son fauteuil pliant est toujours là, qu'il attend, au cas où il lui prendrait l'envie de revenir. Quand le soir s'annonce, les amis débarquent. Les bonbons piments brûlent la bouche. Les premières pistaches en appellent d'autres. Le rhum arrangé délie les langues. Par-delà le barreau, au loin, de l'autre côté de l'océan, la misère, la violence, la guerre. La terre ne tourne pas rond. À présent, la nuit tombe. Vous qui passez dans la rue, hâtez le pas. Les enfants, ne faites pas de bruit. L'affaire est sérieuse. Avec quelques amis sous la galerie, laissez-nous refaire le monde. Et c'est ce qu'on y fait, on y vit, on se l'approprie entre l'intérieur et l'extérieur. Mais nous allons le voir. Nous allons maintenant savoir et remettre des définitions sur les mots. Il ne faut pas confondre les termes. Effectivement, un balcon n'est pas une loggia. Une loggia n'est pas une véranda ni une varande. Un balcon se définit comme étant la dalle en saillie, si vous préférez en porte-à-faux, sur une façade. Mais étymologiquement, le mot balcon est d'origine italienne, balcone. Il signifie échafaud, au sens de l'échafaudage, lui-même dérivé de bacco, qui veut dire poutre. À Fort-de-France, si l'envie d'une balade nous prend, le nombre de balcons ne manqueront pas. Effectivement, c'est un espace qui peut être ouvert, on pourrait considérer comme ouvert, mais pas couvert. Alors c'est peut-être l'une des seules originalités que nous allons voir aujourd'hui. Mais un balcon peut couvrir un autre balcon, s'il y a plusieurs niveaux ou plusieurs étages. Maintenant que nous avons vu ce qu'était un balcon, on pourrait se demander qu'est-ce qu'une loggia. C'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup plus communément, notamment en Martinique, dans nos logements, dans nos appartements. La loggia, à la différence du balcon, est considérée comme un renfoncement en retrait par rapport à une façade, formant un espace extérieur couvert. Étymologiquement, c'est un mot italien qui voudrait dire galerie ouverte à colonnes, ordinairement construite sur un côté d'un palais par exemple, pour servir de lieu de loisir. Comme je l'ai dit, en Martinique, on retrouve énormément d'appartements, que ce soit social ou privé ou peu importe, qui ont cette capacité d'avoir une loggia. Comme je l'ai dit, souvent, ces espaces sont considérés comme étant extérieurs et couverts. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, on constate qu'il y a des fermetures. Hein, les riverains, les habitants ferment avec des stores, avec des vitres, ces espaces-là pour qu'ils deviennent perméables à la pluie ou au vent, aux insectes, etc. Considérons aussi maintenant les galeries. Alors, les galeries sont définies de deux types de manières. La première pourrait être considérée comme une pièce intérieure ou extérieure d'un appartement ou d'un bâtiment, beaucoup plus longue que large et qui sert de passage, de dégagement ou qui permet de mettre en communication plusieurs pièces d'un même étage. Mais la deuxième définition qui nous intéresse, c'est un passage ouvert, un lieu de vie, réservé à la circulation aussi, aménagé à l'intérieur d'un îlot bâti, autour de jardins intérieurs ou longeant une voie urbaine et bordée ou non de magasins. Encore une fois, l'étymologie nous permet de comprendre un peu mieux l'origine de ce mot et ce qu'on y fait. C'est issu du mot Galiléa. En fait, c'était le porche d'église de monastère, tout simplement. Et le porche de l'église était l'endroit
où se pressait le peuple à convertir par opposition à l'Église elle-même. Poursuivons avec des exemples. La Villa Zevallos en Guadeloupe, où on considère cette galerie périphérique très commune à l'architecture coloniale. On voit justement que la galerie prend tout le pourtour de la maison, la protège éventuellement du soleil et de la pluie. On pourrait penser aussi à la maison Aimé Césaire, où c'est une galerie aussi périphérique, où on peut y vivre, comme on l'a dit, entre l'intérieur et l'extérieur. Ou encore cet exemple contemporain de la coopérative Équilibre. Cet espace est assez intéressant puisqu'il est non seulement un lieu de passage, on le devine, mais aussi un lieu où on s'arrête avec des pots de fleurs, des fauteuils, des vêtements qu'on y met. La forme d'appropriation est telle, en fait, cet espace devient un entre-deux où on sait plutôt ce qu'on y fait. C'est pas forcément catégorisé, on n'y fait que ça, on ne fait que passer, on ne fait qu'habiter, on ne fait que rester. Non, c'est un ensemble d'espaces en un espace qui régit la galerie. Maintenant, intéressons-nous à la terrasse. La terrasse, de par sa définition, est considérée comme une plateforme au dernier étage d'un bâtiment. C'est un espace certes ouvert, mais très rarement couvert ou sur une très petite portion de la superficie. Étymologiquement, il dérive du mot terre, terrasse, on voit un peu l'équivalent, et peut-être, bien évidemment, vient de différentes langues latines. On parle notamment de sol, de torchis, mais aussi de terre à foulon. Par exemple, regardez cette image où, certes, on y vit, on voit ce canapé, on voit les décorations, les plantes. On est au dernier niveau de ce bâtiment, et souvent on pense que la terrasse est un espace couvert et ouvert, mais ce n'est pas le cas. Dans ce deuxième exemple, on voit justement cette maison avec cette terrasse, ce deck plus précisément. Encore une fois, c'est un espace ouvert, mais pas couvert. Poursuivons avec la véranda. Alors là, c'est un mot très intéressant parce que souvent on l'utilise, notamment aux Antilles, pour parler aussi un petit peu comme la notion de terrasse. Ce sont des mots bateaux qu'on utilise pour les espaces qui seraient à l'extérieur de la maison. Sauf que étymologiquement, encore une fois, c'est super intéressant de voir la racine des mots pour en comprendre la signification. Et tout dépend, pour ce mot-là, de la culture. Je vous explique. Par exemple, en Inde, en Extrême-Orient ou dans les pays chauds, la véranda est considérée comme la galerie légère en bois, couverte parfois, vitrée d'autres fois, ou munie de stores, qui entoure une habitation ou qui est placée contre une façade. Alors là, on pourrait parler d'une galerie, pourquoi pas. Et la deuxième définition, celle qui fait sens dans les pays tempérés, c'est une notion de galerie, vitrée cette fois-ci, en bois ou en métal pour la sculpture, adossée au mur d'une maison ou construite sur une terrasse, servant de salon ou de jardin d'hiver. En fait, ça me fait penser au solarium, tout simplement. Des espaces qui sont étanches, qui laissent passer la lumière. C'est du verre, la plupart du temps. C'est ouvrable, mais ce sont considérés pour moi plus à considérer dans les pays tempérés que dans les pays tropicaux. Étymologiquement, on n'y déroge pas. C'est considéré comme étant, dans la langue moderne en Inde, on parle du sanskrit, de la véranda comme de la colonnade, de var, qui veut dire couvrir. Et voyons une dernière définition, celle de la varangue. Effectivement, étymologiquement, on retrouve la notion de véranda. Elle se définit dans les îles de l'océan Indien comme un mot de charpentier qui a servi à désigner la véranda ou la galerie typique de l'architecture créole qui orne la façade avant des cases que l'on rencontre dans ces pays. Maintenant que nous avons vu toutes ces définitions, essayons de théoriser la notion de façade. Ce qui est intéressant avec les espaces couverts mais ouverts, c'est leur entre-deux, où la frontière justement entre l'intérieur et l'extérieur disparaît. À ce moment-là, on vit dans la façade, tout simplement, et la limite n'est plus, et ce peu importe la culture ou le climat. Ce type d'espace appelle à la sécurité de l'intérieur et à l'ouverture sur l'extérieur, sur le monde. Que dit la loi? Mais nous allons faire une distinction entre
la surface taxable, la surface de plancher et l'emprise au sol. Ce sont trois définitions qui sont importantes à maîtriser pour savoir comment construire, comment faire un projet de construction et comment calculer les surfaces qui nous seront nécessaires, à savoir si il faut faire une déclaration préalable de travaux ou un permis de construire, ou encore faire appel à un architecte si l'on dépasse les 150 mètres carrés de plancher. Regardons ces définitions. La surface taxable, il convient de mesurer les surfaces de chaque niveau. Sont prises en compte les surfaces à la fois closes et couvertes d'une hauteur supérieure à 1,80 m, sans les vides et trémies bien évidemment, calculés à partir du nu intérieur des façades. La surface de plancher, quant à elle, elle est facile à comprendre. Parce que pour obtenir une surface de plancher, il faut déduire de la surface taxable les surfaces ci-dessous. Effectivement, entre la surface taxable qui compte le garage, la surface de plancher ne considère pas le garage dans sa surface de plancher. La surface de plancher ne prend pas en compte les espaces de stationnement clos et couverts. A l'inverse, les espaces de stationnement clos et couverts développent de la surface taxable. Les garages, les combles non aménageables ne développent pas de surface de plancher. Ils développent en revanche de la surface taxable, même s'ils ne sont pas aménageables. Alors vient l'emprise au sol. Autre terme technique, législatif, qu'il faille prendre en compte. Elle est le second critère cumulatif pour déterminer l'autorisation d'urbanisme applicable. En effet, ces espaces qui développent du volume, qui ne sont, comme par exemple derrière moi, pas du tout fermables ou sécurisables, qui sont couverts mais ouverts, ne développent pas ni de surface taxable ni de surface de plancher, mais par contre, ils s'additionnent à la notion d'emprise au sol. Que pour un espace couvert mais ouvert, si on souhaite en faire un ou une extension, ce n'est pas la surface de plancher, mais bien l'emprise au sol que l'on va créer, qui déterminera si l'on doit faire une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire. Ceci, je pense personnellement, pour éviter les disproportions de surface créées. En fait, à partir du moment où on crée un volume, par exemple celui-là, on le considère dans l'emprise au sol. Si j'avais juste fait une terrasse, c'est-à-dire un deck ou par exemple une surface de béton non couverte, on n'aurait pas considéré cela comme étant de l'emprise au sol. Maintenant, regardons des exemples d'architecture et de maisons ouvertes aux Antilles. Suivez-moi. Je suis né il y a un certain temps et j'ai fait des études d'architecture à l'ancienne, ce qu'on appelait avant UP6, l'école de Paris-La Villette. Il m'arrive donc d'intervenir tant comme urgentiste auprès d'architectes de l'urgence que comme passionné de la biodiversité auprès du laboratoire Bioeca en compagnie du professeur Philippe Joseph avec lequel j'ai fait un projet de parc ethnobotanique. Alors ce projet c'est avant tout un acte de marronnage pour moi. Je voulais échapper à ce que nous appelions à l'époque le doudouisme, c'est-à-dire ce néo-régionalisme imitant tant bien que mal l'architecture coloniale. Je me suis inspiré des habitats des libres de Guyane, des Bushinengués et autres marrons qui ont rencontré et qui ont fait un certain syncrétisme avec le mode d'habiter des Amérindiens. Mode d'habiter qui nous permet un sous-sol totalement libre, totalement ouvert, où tout le monde se met à l'aise. Et l'espace que j'ai défini comme étant rez-de-chaussée est quasiment au niveau de la route, mais c'est un terrain qui est en pente à partir de la route, qui descend vers la mer. Et on est bloqué par une falaise au-dessus de la route, je crois, départementale, numéro 6. Oui. J'ai fait une plateforme qu'on a appelée rez-de-jardin, j'aime bien appeler ça sous-sol, rez-de-jardin. Sur cette plateforme, on a une toiture, en fait quasiment une maison en structure de A, en forme de A, qui est posée sur ce rez-de-jardin, qui est totalement transparent, mais pas dans le sens transparent où l'on entend les spécialistes de l'architecture parasismique, parce que j'ai des contrevenants bien répartis qui limitent les effets de rotation et de cisaillement de la maison.
des arbres qu'il a fallu préserver juste au-dessus, tout en ayant la vue sur mer, mais là, c'est prendre à contre-pied le réflexe de certaines personnes qui, pour garantir la vue mer, rasent tous les arbres avant de s'installer. Je me suis battu pour maintenir ces arbres qui protègent mon talus de l'érosion et des éboulements. Poursuivons du coup notre présentation sur des exemples d'architecture tropicale, effectivement, qui nous intéressent entre cet espace intérieur, couvert mais ouvert. Par exemple, cet exemple de No Footprint House, développé par des architectes dans un climat tropical au Costa Rica. Là, la conception du bâtiment répond à son habitat environnant. On est dans une forêt, on essaie de s'intégrer dans l'espace et c'est très intéressant ce qui s'y passe. On voit l'ambiance, on voit la lumière, on voit l'ombre, tout ce qui est sensible et qui fait du coup rêver un architecte. Et l'espace, justement, même s'il est fermable, parce que là on est dans un espace qui est fermable, où on peut ouvrir, fermer par des moyens mécaniques, là il y a toujours cette relation entre l'intérieur et l'extérieur. Le vent y passe, les insectes y passent, ce sont des inconvénients, j'en conviens, mais il serait intéressant en tout cas de vivre comme ça. En tout cas, moi je rêverais de vivre dans un espace comme ça qui est non seulement contemporain, mais qui est en fait en totale adéquation avec la nature dans laquelle il s'insère. On pourrait aussi parler d'une maison, et cette fois-ci d'une maison qui a été faite par un architecte à Trinité. C'est sa maison d'ailleurs, sa maison personnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la notice qu'il m'a donnée, il déclare 265 mètres carrés de surface où l'on vit, mais d'espace que l'on considère comme, on va dire, surface de plancher, c'est-à-dire surface que l'on peut fermer, de surface couverte, d'intérieur, il n'en considère que 100 mètres carrés, précisément 102 mètres carrés, au lieu de 265 mètres carrés. Alors vous allez me dire, mais comment fait-il ? Ben, c'est la notion de galerie, c'est la notion de vivre, encore une fois, couvert et ouvert. La galerie, c'est un tiers du rez-de-chaussée. C'est un espace qui se veut ouvert, où la lisée est bien évidemment permanente, ni trop forte, ni trop faible, pour que ce soit confortable. On y voit un hamac, on y voit une table, ou bien évidemment le lieu de rencontre et le cœur de la maison, cette galerie. L'architecte, même quand il part pour faire ses courses ou il part dans un autre pays, cette surface du coup est non sécurisable. Du coup, il est intéressant de voir que c'est une adaptation à une architecture tropicale, type d'architecture qu'on rencontre souvent en Martinique, où les appropriations sont assez intéressantes. Et dans l'espace que nous allons voir, on ne critique pas forcément l'architecture cette fois-ci. On n'est pas là pour savoir si on aime la couleur, si on aime l'espace, pas du tout. Mais c'est très intéressant de voir ce que font les habitants de ces espaces. On se protège, par exemple dans cet exemple, avec un arbre qui crée non seulement l'ombre, mais aussi qui cache un petit peu le vis-à-vis. On y planque, on y met tout ce qui est réserve d'eau pour l'ombre. C'est aussi l'endroit où on met la poubelle. Donc c'est vraiment un lieu où l'appropriation de chacun a décidé en fait de faire ce qu'il voulait de ces espaces extérieurs. Encore une fois, peu importe l'architecture. Dans le deuxième exemple que nous voyons, là c'est une photo qui a été prise au prêcheur. On voit que c'est un espace qui est couvert, c'est même aussi à l'étage un espace qui a été rendu hermétique, où il y a des stores, mais c'est un endroit où on a ouvert un petit peu les stores pour y étendre les linges. C'est aussi un endroit en bas où on a essayé de se l'approprier, peu importe sa dimension, on se l'approprie en lien avec la rue, le trottoir, ou bien évidemment le lieu des possibles et des rencontres est inimaginable puisqu'on peut voir un membre de la famille y passer. C'est un espace du coup où on vient parler, on vient échanger et comme on disait au début de notre présentation, un lieu où on refait le monde. Merci de votre attention. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et aussi sur YouTube, à vous inscrire à notre newsletter Case Parole et à bien évidemment nous appeler si vous avez des questions sur ces espaces au 0596 70 10 10. Le CAIE est là. À très bientôt.
Au revoir, petit oiseau.